Mon père s'est levé devant 500 invités au mariage et m'a publiquement exclu de la famille. Il a déclaré « Je n'ai qu'un seul fils, notre marié d'aujourd'hui, un éminent cancérologue. Cette chose là-bas? Juste une erreur. Une disgrâce pour cette famille. » Ma mère a ajouté « Nous aurions dû la mettre à l'adoption quand nous en avions l'occasion. » La salle a fixé son regard sur moi, puis a commencé à chuchoter. Je me suis levé et je suis sorti. Cette nuit-là, j'ai déclenché le plan que je préparais depuis des années pour révéler la vérité. Une semaine plus tard. Je m'appelle Camille, 28 ans, et je me tenais tout au fond d'un domaine viticole à Bordeaux rempli de près de 500 invités quand ma vie s'est divisée entre un avant et un après. Je me souviens d'abord du son, pas des visages, des verres qui tintent, des rires polis, un quatuor à cordes jouant une dernière note douce. Puis mon père s'est levé, a levé sa coupe de champagne et a transformé ce qui devait être un toast de mariage en une exécution publique. « Je n'ai qu'un seul fils », a-t-il dit en souriant vers le marié. « C'est l'enfant dont je suis fier. Celui qui est au fond. » Il ne m'a même pas regardé quand il a dit cela. Juste une erreur, une disgrâce pour cette famille. Quelques personnes ont halté. La plupart se sont figées. Puis ma mère, assise droite dans sa soie pâle, a esquissé un petit rire et a ajouté « Nous aurions dû la mettre à l'adoption quand nous en avions l'occasion. » Pas elle. Pas ma fille. Ça. Pendant une longue seconde, personne n'a bougé. Puis les chuchotements ont commencé, bas et avides, se propageant de table en table comme un incendie à travers l'herbe sèche. J'ai souri. J'ai réellement souri parce que si je laissais mon visage se fissurer à cet instant, je savais que je m'effondrerais devant chaque personne pour qui ils avaient toujours joué la perfection. J'ai ramassé mon sac, je me suis retourné et je suis parti sans un mot. Mais à l'intérieur de ma tête, quelque chose d'ancien et d'enterré s'est enfin levé. J'avais passé des années à construire un plan pour le jour où ils me pousseraient trop loin. Ils ont simplement choisi la scène pour moi. Avant de vous dire ce qu'il a dit après cela et ce que j'ai fait cette nuit-là, dites-moi ceci. Quelle heure est-il là où vous êtes et d'où regardez-vous? Je veux savoir jusqu'où cette histoire voyage. J'ai atteint ma voiture avant que mes genoux ne lâchent. Les lumières du domaine se brouillaient derrière moi dans le rétroviseur alors que je roulais sur le long chemin de gravier, serrant le volant si fort que mes doigts se crispaient. Je n'ai pas pleuré tout de suite. C'est la chose étrange à propos de l'humiliation. Quand elle devient trop grande pour tenir dans votre corps, parfois elle ne sort pas sous forme de larmes. Parfois, elle devient un silence si froid qu'il semble emprunter à une tombe. Environ 20 minutes plus tard, je me suis arrêté sur l'accotement de l'autoroute, j'ai coupé le moteur et je suis resté assise dans le noir pendant que des camions tonnaient comme des orages lointains. Puis, je me suis souvenu et j'ai fouillé dans mon portefeuille pour sortir les 3 photographies que je portais sur moi depuis des années. Elles étaient vieilles, pliées au coin et usées à force d'être manipulées. La plupart des gens gardent des photos pour se réconforter. Je gardais les miennes comme preuve. La première photo datait d'un spectacle de talent au collège. J'avais 13 ans, je portais une robe bleu bon marché que ma tante avait retouchée à la main parce que ma mère avait oublié de m'en acheter une. Sur la photo, je suis sur scène avec un microphone, la bouche ouverte au milieu d'une chanson, souriant si fort que cela semble douloureux. Ce que la photo ne montre pas, c'est ce qui s'est passé après. J'avais fouillé la salle du regard tout le temps, convaincu que mes parents arriveraient en retard, essoufflés, s'excusant, fiers. Au lieu de cela, ils étaient à l'autre bout de la ville à regarder mon frère recevoir un énième trophée académique. Quand la performance s'est terminée, d'autres filles ont couru dans les bras de leur mère. Je suis resté derrière le rideau jusqu'à ce que le concierge me demande si j'avais besoin d'aide pour trouver mon moyen de transport. Cette nuit-là, je me suis enfermé dans la salle de bain, je me suis assis sur le carrelage et j'ai pressé un gant de toilette si fort contre ma bouche pour m'empêcher de sangloter que j'ai vomi sous l'effort. Je me souviens m'être regardé dans le miroir après coup en pensant, peut-être que si j'étais meilleur, il viendrait la prochaine fois. N'est-il pas pathétique de voir combien de temps un enfant peut confondre la négligence avec un défi plutôt qu'avec un verdict? La deuxième photo était de moi et de mon grand-père, Henri, prise sur son Porsche 2 étés avant sa mort. Il avait une main sur mon épaule et son vieux chapeau de paille incliné vers l'arrière. Ses yeux étaient troubles à ce moment-là, mais chaque fois qu'il me regardait, il me faisait me sentir vu d'une manière qui faisait presque mal. « Tu es la plus forte de cette famille », avait-il l'habitude de murmurer quand personne d'autre n'écoutait. À l'époque, je pensais qu'il le disait pour me réconforter.
Des années plus tard, j'ai réalisé que c'était des excuses. Il savait exactement dans quelle maison je grandissais. Il savait ce que cela signifiait que les rubans de foire scientifique de mon frère soient encadrés dans le couloir pendant que mes dessins disparaissaient dans les tiroirs de cuisine et les sacs poubelles. Une semaine avant de mourir, il m'a appelé dans sa chambre et m'a demandé de lui promettre que je ne m'en dirais jamais l'amour de personne trop creuse pour le donner. Je lui ai promis, bien sûr. Puis j'ai passé une autre décennie à briser cette promesse chaque jour. La troisième photo était Tante Ava, à moitié tournée vers l'appareil, riant de quelque chose hors du cadre. Elle avait toujours été celle de la famille qui disait des vérités inconfortables, la seule personne qui me regardait et ne faisait pas semblant de ne pas remarquer les bleus qui ne sont pas visibles sur la peau. Des bleus émotionnels, le genre qui vous fait tressaillir quand quelqu'un prononce votre nom trop brusquement. Elle avait l'habitude de me glisser des livres, de l'argent et des petits mots qui disaient des choses comme « Tu n'es pas folle. Tu n'es pas difficile. Tu n'es pas ce qu'ils disent de toi. » Une fois, quand j'avais 16 ans, elle m'a trouvé en train de pleurer dans la buanderie après que ma mère ait dit aux invités que j'étais là, sensible, et que mon frère était l'enfant avec un réel avenir. Ava a pris mon visage entre ses mains et a dit, un jour, la vérité sur cette famille viendra à échéance. À l'époque, je pensais qu'elle parlait de karma dans un sens vague et spirituel. Assise là sur l'autoroute après avoir été reniée devant 500 personnes, j'ai enfin compris qu'elle parlait de dettes. De vraies dettes, le genre qui accumule des intérêts. J'ai posé les 3 photos sur mes genoux et je les ai fixées jusqu'à ce que ma respiration ralentisse. C'est à ce moment-là que l'humiliation du mariage a cessé de ressembler à une fin et a commencé à ressembler à une permission. Toute ma vie, j'avais été entraîné à avaler les insultes, à minimiser les dégâts, à arrondir les angles, à protéger des réputations qui ne m'avaient jamais protégé. Mais les gens comme mes parents ne comprennent qu'une seule langue, les conséquences. Ils ne s'arrêtent pas quand vous pleurez. Ils ne s'arrêtent pas quand vous suppliez. Ils s'arrêtent quand le coup devient insupportable. Et contrairement à cette petite fille tremblante dans sa robe bleue, je n'attendais plus qu'ils me choisissent. J'en avais fini de passer des auditions pour une humanité de base. J'ai remis les photos dans mon portefeuille, j'ai démarré le moteur et je suis rentré chez moi avec un calme étrange et terrifiant. Au moment où j'ai tourné dans mon allée, je savais déjà que ce qui s'était passé dans ce domaine n'était pas la pire chose qu'il m'ait jamais faite. C'était simplement la dernière. Ma maison était sombre quand je suis entré, mais je n'ai pas allumé les lumières tout de suite. Je suis resté dans l'entrée, mes talons dans une main, l'autre toujours crispé autour de mes clés de voiture, et j'ai écouté ma propre respiration. Puis je suis allé à la cuisine, j'ai ouvert le tiroir à bazar sous le support du téléphone et j'ai sorti un petit enregistreur noir enveloppé dans une vieille facture d'électricité. J'avais acheté cet enregistreur 4 ans plus tôt, à l'époque où la méfiance était encore quelque chose que je me reprochais, à l'époque où je voulais encore croire qu'il devait y avoir une raison cachée à la cruauté. Une explication qui rendrait toute l'architecture de ma famille moins monstrueuse. Mais les monstres se cachent rarement derrière des crocs. La plupart d'entre eux se cachent derrière les bonnes manières, les vêtements du dimanche et les cartes de Noël. Je me suis assise à ma table de salle à manger, j'ai posé l'enregistreur, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai cliqué sur un dossier intitulé « Reçus fiscaux ». Cette étiquette était fausse, bien sûr. Photos, notes, dates et fichiers audio. Des années de fragments, des années à observer pendant que tout le monde supposait que j'étais trop émotionnelle pour être dangereuse. Le premier fichier audio datait de 17 mois. J'ai cliqué sur lecture. Au début, il y avait le bruit de la circulation et le froissement d'un tissu. Puis la voix de mon père, basse et intime d'une manière que je ne lui avais jamais entendue avec ma mère. « Tu es la seule personne avec qui je peux être vrai », a-t-il dit à une femme de son bureau, celle qui portait une alliance et souriait trop vivement aux collectes de fonds de l'entreprise. Ma femme ne connaît que la version de moi que je joue. Tu es la vraie chose. J'avais écouté cet enregistrement si souvent que les mots auraient dû devenir engourdissants. Ils ne l'étaient jamais. Mes mains tremblaient encore à chaque fois. Il y a quelque chose d'uniquement grotesque à entendre l'homme qui vous a enseigné la moralité parler comme un lâche amoureux de son propre reflet. Le dossier suivant contenait la preuve des dettes de ma mère. Elle avait passé des années à se construire en tant que femme que les magazines locaux appelaient gracieuse, philanthropique, soucieuse de la communauté. Mais sous les robes sur mesure et les déjeuners de charité polie, se cachait une joueuse compulsive d'un genre différent. Elle avait englouti de l'argent dans des cercles d'investissement, des entreprises de bien-être miracles et des accords privés conclus par des femmes qui promettaient l'exclusivité,
la richesse générationnelle et l'autonomisation des femmes. Tout en drainant discrètement chaque compte qu'elle touchait. Elle refinançait des choses en secret, empruntait contre des choses qu'elle comprenait à peine, déplaçait de l'argent entre les comptes et racontait des mensonges avec l'assurance d'une femme qui n'avait jamais imaginé être remise en question par sa propre fille. J'avais trouvé le premier indice par accident en aidant à trier des documents pour un litige immobilier à mon ancien travail. Une signature a mené à une autre. Un avis de retard a mené à une menace de poursuite. Et finalement, tout l'élégant château de cartes s'est effondré. Puis il y avait mon frère, Thomas, le chef-d'œuvre de la famille. Mes parents l'ont loué si inlassablement pendant tant d'années que même lui a commencé à croire que l'admiration était de l'oxygène et que le monde lui devait un approvisionnement constant. Sur le papier, il était parfait. Oncologue brillant, fils dévoué, orateur public poli, nouveau marié doré. Mais j'avais regardé la machinerie de près. Je savais comment il modifiait les histoires, comment il utilisait le silence comme une arme, comment il laissait mes parents me dépouiller en public tant que cela préservait la hiérarchie qui le nourrissait. Il n'avait pas besoin de m'insulter directement la plupart du temps. Tout ce qu'il avait à faire était d'accepter le piédestal. Les personnes les plus cruelles sont souvent celles qui gardent leurs mains propres pendant que les autres font le sale boulot pour elles. J'ai créé un nouveau document et j'ai commencé à taper une séquence, pas juste une liste. C'était la partie importante. Exposer les gens ne consiste pas à jeter des secrets en l'air et à espérer qu'ils atterrissent. C'est une question de timing, de pression, de témoins, d'ordre irréfutable. J'ai souligné ce qui pourrait briser chacun d'eux le plus rapidement. L'affaire de mon père pourrait détruire sa position au conseil de la fondation de l'hôpital, où les « valeurs familiales » faisaient pratiquement partie du code vestimentaire. La dette cachée de ma mère pourrait transformer chaque ami de club de golf qui chuchote en prédateur sentant le sang. Et Thomas, la destruction de Thomas ne viendrait pas seulement du scandale. Elle viendrait du fait d'être forcé, pour une fois, de se tenir debout sans le mensonge selon lequel il était intrinsèquement meilleur que moi. J'ai écouté un autre fichier audio. Mon père encore. La même femme. Celui-ci était pire. Camille rend toujours les choses lourdes, a-t-il marmonné avec un rire dédaigneux. Thomas comprend ce qui compte. Il est l'avenir. Elle n'est que du bagage que nous n'aurions jamais dû porter si longtemps. J'ai mis l'enregistrement en pause et j'ai fixé la forme d'onde sur mon écran. Bagage, erreur, ça, disgrâce. Drôle comme les gens cruels se répètent. Ils pensent être spontanés, mais le mépris a un vocabulaire si limité. J'ai ouvert un brouillon de messages vierges et j'ai commencé à construire la structure de ce qui allait se passer ensuite. Pas une explosion aveugle, une détonation. Puis j'ai envoyé un texto à la seule personne en dehors de la famille à qui je faisais confiance avec la vérité. J'ai besoin de toi demain. Pas de questions. S'il te plaît. Je l'ai envoyé à Benoît et j'ai fermé les yeux. Il a répondu moins d'une minute plus tard. J'y serai. J'ai regardé les dossiers sur mon écran, les années que j'avais passées à collecter des preuves parce qu'une partie de moi devait savoir que ce jour arriverait. Si vous découvriez que votre père appelait une autre femme, la vraie, tout en vous traitant comme une onde jetable, combien de temps resteriez-vous silencieux? J'étais resté silencieuse assez longtemps. Cette nuit-là, quelque part entre minuit et l'aube, mon chagrin s'est transformé en plan. Benoît est arrivé le lendemain matin avec du café noir, sans jugement, et l'expression d'un homme qui savait déjà qu'il allait entendre quelque chose de laid. Nous nous étions rencontrés à l'université de la manière la moins cinématographique possible, autour d'une imprimante cassée et d'une date limite manquée. Et d'une certaine manière, il était devenu la seule personne dans ma vie d'adulte qui ne m'avait jamais demandé de rendre ma douleur plus petite pour que les autres se sentent à l'aise autour d'elle. Il s'est assis en face de moi à la table de la cuisine pendant que je poussais mon ordinateur portable vers lui et que je disais, avant de me dire de ne pas faire ça, écoute juste. Il l'a fait. Pendant près d'une heure, il a écouté des enregistrements, lu des déclarations, regardé des captures d'écran et n'a rien dit à part un « mon Dieu » occasionnel sous son souffle. Quand il s'est enfin adossé, il s'est passé les deux mains sur le visage et a fixé le plafond pendant une seconde, comme s'il avait besoin d'aide d'une puissance supérieure pour ne pas défoncer lui-même la porte d'entrée de mes parents. « Camille » a-t-il dit doucement, « c'est tellement pire que ce que je pensais. » J'ai esquissé un rire sans humour. Cette phrase pourrait résumer toute mon éducation. Il n'a pas souri. Au lieu de cela, il m'a regardé d'une manière qui rendait impossible de se cacher derrière le sarcasme.
Si tu vas jusqu'au bout de ce que tu penses, a-t-il dit, tu pourrais perdre ce qu'il reste d'eux pour de bon. J'ai croisé ses yeux et j'ai répondu avec un calme qui m'a surprise moi-même. Je les ai perdus il y a longtemps. Hier, c'était juste la première fois qu'il s'assurait que d'autres personnes le voyaient aussi. C'est là que Benoît a tendu la main sur la table et a pressé sa paume à plat contre le dossier de preuve comme s'il en ressentait physiquement le poids. Alors ne fais pas ça de manière désordonnée, a-t-il dit. Fais-le proprement. C'est l'une des raisons pour lesquelles je lui faisais confiance. Il ne s'intéressait pas au mélodrame. Il comprenait les systèmes. Pas d'accusations vagues, pas de spirales émotionnelles, rien dire que tu ne peux prouver. Mets-les dans une pièce où ils pensent qu'ils contrôlent encore le scénario, puis retire-leur le scénario. Nous avons commencé à affiner le plan ensemble, et il a pris forme rapidement. J'ai abandonné l'idée d'une explosion publique immédiate. Trop brouillon, trop facile pour eux de me peindre comme instable. Nous avions besoin de confinement d'abord, de fracture ensuite, d'exposition enfin. Benoît m'a aussi forcé à admettre quelque chose que j'évitais. Ce n'était pas seulement une question de vengeance. C'était une question de témoignage. Si je confrontais ma famille en privé et qu'il niait tout, il réécrirait l'histoire avant le dîner. Il me réécrivait depuis 28 ans. Tu as besoin d'au moins une paire d'yeux supplémentaire dans la pièce, a dit Benoît, de préférence quelqu'un dont Thomas craint réellement l'opinion. Il parlait de Sophie, bien sûr, ma nouvelle belle-sœur. Intelligente, posée, socialement respectée et, jusqu'à cette semaine, encore naïve quant à la pourriture sous le portrait de famille. L'inclure augmenterait le risque, mais augmenterait aussi le coût du mensonge. À midi, nous avions construit un plan autour d'un dîner soi-disant conciliant chez moi 2 nuits plus tard. Pas le lendemain, trop brusque, trop incroyable. Assez de temps pour que tout le monde se calme, mais pas assez de temps pour que je perde mes nerfs. J'enverrai un message qui semblait retenu et honteux. Je détestais cette partie, mais Benoît avait raison. Les gens comme mes parents sont toujours plus vulnérables quand ils pensent qu'ils vous ont brisé pour vous remettre dans l'obéissance. J'ai rédigé le texte devant lui. Je ne veux pas que les choses restent comme elles étaient après le mariage. Nous devrions parler en privé. Dîner chez moi jeudi. S'il vous plaît, venez. Amenez Sophie si vous voulez. J'aimerais arranger cela avant que cela ne devienne pire. Mon père a répondu en premier avec un « on verra » brusque. Ma mère n'a rien envoyé. Thomas a répondu 3 heures plus tard avec « pour le bien de Sophie, agissons comme des adultes ». J'ai presque ri à voix haute à cela. Agir comme des adultes, comme si humilier sa fille devant un demi-millier d'invités était une tradition familiale mature. Le reste de la journée est devenu de la logistique. Benoît a vérifié mon système de haut-parleurs. J'ai dupliqué les fichiers audio sur un disque caché et un dossier cloud. J'ai imprimé des documents financiers sélectionnés et je les ai scellés dans une enveloppe simple. J'ai écrit des phrases clés dont je savais qu'elles pourraient briser Thomas le plus vite, non pas parce que je voulais improviser de la cruauté, mais parce que je savais que quand le moment viendrait, l'adrénaline essaierait de brouiller ma mémoire. J'avais besoin d'encre, de faits, de précision, de structure. À un moment donné, Benoît m'a regardé étiqueter les dossiers et a dit « Tu te prépares à ça depuis plus longtemps que tu ne veux l'admettre, n'est-ce pas ?» Je n'ai pas répondu pendant un moment. Puis j'ai dit « Je pense qu'une partie de moi savait, même quand j'étais enfant, qu'un jour j'aurais peut-être besoin de reçus juste pour prouver que j'existais dans la même maison où ils prétendent t'avoir élevé avec amour. » Avant de partir, Benoît s'est arrêté sur le seuil et a posé la question que personne d'autre ne m'avait jamais posée directement. Après cela, que veux-tu réellement? Pas ce que tu veux qu'il souffre, pas ce que tu veux voir exposé. Que veux-tu? Je suis resté là, tenant une pile de déclarations copiées, et j'ai réalisé à quel point cette question était rare dans ma vie. Je veux qu'ils arrêtent de me définir, ai-je dit. Même dans leurs propres esprits. Il a hoché la tête une fois. Alors ne perds pas cela de vue quand ils commenceront à crier. Après son départ, j'ai relu les textes du dîner, revérifié les fichiers et je me suis assis seul dans ma maison soudainement silencieuse. Que faites-vous quand le seul ami qui vous voit vraiment vous dit d'arrêter, mais que vous savez qu'arrêter signifierait retourner à la même mort lente que vous survivez depuis des années? Dans mon cas, vous aiguisez le plan et vous continuez. Jeudi soir, ma maison semblait assez calme pour tromper des inconnus. Bougies sur la table de la salle à manger, verre d'eau aligné, nourriture chauffant au four, jazz doux en fond.
J'ai construit la pièce comme ma mère construisait chaque table de fête en grandissant, de bon goût, contrôlée, trompeuse. Benoît était déjà là, non pas assis avec nous, mais à proximité dans le salon sous le prétexte de m'aider à installer un projecteur pour une future présentation de travail. Si les choses tournaient mal, je voulais un témoin honnête assez proche pour tout entendre. À 18h43, des phares ont clignoté à travers la fenêtre avant. Mon pouce est stabilisé au lieu de s'emballer. Cela m'a fait plus peur que la panique ne l'aurait fait. Thomas est entré en premier avec Sophie à ses côtés, tous deux habillés avec cette aisance polie que mes parents adoraient. Mon père a suivi un pas derrière, raide avec le genre de fausse civilité que les hommes portent quand ils pensent qu'ils sont sur le point d'accorder un pardon qu'ils n'avaient jamais le droit de retenir. Ma mère est venue en dernier, parfum d'abord, bouche fixée dans une ligne qui annonçait déjà le martyre. Pendant les 10 premières minutes, nous avons joué. Assiette passée, eau versée. Sophie a essayé d'adoucir l'air avec des questions inoffensives sur le travail et les voyages. Thomas a répondu avec sa voix de médecin pratiqué, chaleureuse et mesurée. Mon père a peu dit, ma mère encore moins. De temps en temps, je surprenais l'un d'eux en train de m'étudier, attendant des larmes, des excuses, de l'instabilité, tout ce qu'il pouvait catégoriser et utiliser. Quand le plat principal fut presque fini, Thomas a posé sa fourchette et a dit, « Camille, je pense que nous sommes tous ici parce que ce qui s'est passé au mariage a dérapé. » Dérapé? Pas cruel, pas monstrueux, juste un peu désordonné. J'ai hoché la tête comme si je considérais cette interprétation généreuse. Tu as raison, ai-je dit. Cela a dérapé. C'est pourquoi je vous ai tous invités ici. J'ai pensé que peut-être, pour une fois, nous pourrions arrêter de faire semblant. Les épaules de mon père se sont tendues. Sophie regardait de visage en visage, sentant le changement avant de le comprendre. Ma mère a poussé un petit soupir sec. Si c'est une autre performance émotionnelle, a-t-elle dit, je ne suis pas intéressée. Je lui ai souri. Non, maman. Celle-ci vient avec des documents. Personne n'a parlé après cela. Je me suis levé, j'ai marché vers le buffet et j'ai placé une petite enceinte Bluetooth au centre de la table comme un plat supplémentaire. Les yeux de Thomas se sont rétrécis. Qu'est-ce que c'est? Je me suis rassise. La raison pour laquelle cette conversation va enfin rester honnête. Mon père a poussé sa chaise en arrière d'un demi-pouce. Petit mouvement, énorme indice. Camille, a-t-il dit, avec un avertissement dans la voix maintenant, quel que soit le numéro puéril que tu penses faire. J'ai appuyé sur lecture. Au début, la pièce s'est remplie de bruits de circulation étouffés et de statique. Puis la voix de mon père a émergé, indéniable, plus douce que n'importe lequel d'entre nous ne l'avait jamais entendue à la maison. Tu es la seule personne avec qui je peux être vrai. Sophie a froncé les sourcils. La main de ma mère s'est figée autour de son verre d'eau. L'enregistrement a continué. Ma femme ne connaît que la version de moi que je joue. Tu es la vraie chose. Ma mère est devenue blanche si vite que c'était presque théâtral. Éteins ça, a-t-elle chuchoté. Je ne l'ai pas fait. Mon père a bondi en avant et a appuyé lui-même sur pause, renversant l'enceinte sur le côté. C'est de la folie, a-t-il aboyé. Tu m'as enregistré? Je me suis adossé et j'ai croisé les mains. Non, papa. Je t'ai documenté. Il y a une différence. Sophie l'a fixé. Qui est cette femme? Thomas a coupé immédiatement. Ça pourrait être monté. C'était si parfaitement Thomas que je l'ai presque admiré. La preuve atterrit à peine, et son premier instinct n'est pas la moralité, mais le confinement. Il y a 6 autres fichiers, ai-je dit calmement. Différentes dates, différents endroits, même voix, même femme, même vœu de mariage utilisé comme papier décoratif. Ma mère a fait un bruit brisé alors. Pas un sanglot. Pas encore. Mais le bruit de quelqu'un qui réalise que l'humiliation a des témoins. Marc, a-t-elle dit, en regardant mon père comme s'il pouvait encore lui donner une version de la réalité dans laquelle elle pourrait survivre. Il n'a pas répondu. Il me regardait avec une haine maintenant, le genre qu'il gardait caché derrière le dégoût et la déception. J'ai tendu la main vers l'enveloppe à côté de mon assiette et je l'ai glissée vers ma mère. Ouvre-la. Elle n'a pas bougé. Ouvre-la, ai-je répété. Thomas l'a saisie à la place, l'a déchirée et a étalé le contenu sur la table. Avis de retard,
dossier de transfert, avertissements légaux, résumé d'investissement dégoulinant de fraude. Maman, a-t-il dit, la voix soudainement mince. Qu'est-ce que c'est? Elle a cligné des yeux devant les papiers comme s'ils s'étaient matérialisés à partir des péchés de quelqu'un d'autre. C'est temporaire, a-t-elle dit trop rapidement. Je gérais ça. J'ai ri alors parce que je ne pouvais pas m'en empêcher. C'est la devise de la famille, n'est-ce pas? On gérait ça. On s'en occupe. Ce n'est pas ce que ça a l'air d'être. Pendant ce temps, vous m'avez tous traité comme si j'étais l'instable parce que j'avais remarqué la fumée qui sortait sous chaque porte. Mon père a frappé la table de la paume si fort que les couverts ont sauté. Tu vindicative petite. Sophie a tressailli. Thomas s'est levé à moitié. Papa. Mais je bougeais déjà. J'ai joué le deuxième enregistrement. Cette fois, ce n'était pas l'affaire qui remplissait la pièce en premier. C'était le rire dédaigneux de mon père. Thomas comprend ce qui compte. Il est l'avenir. Camille n'est que du bagage. Nous n'aurions jamais dû porter cela si longtemps. Ma mère a fermé les yeux. Thomas s'est figé de la manière dont les proies le font quand elles entendent quelque chose d'impossible et fatal à la fois. Sophie s'est tournée lentement vers lui, puis vers moi, la compréhension naissant par étapes horribles. Il a dit ça sur toi, a-t-elle chuchoté. Je l'ai regardé et j'ai répondu, pendant des années. Cet enregistrement n'est qu'une fois où il s'est fait prendre. Le silence après cela n'était pas vide. C'était de la pression. Mon père s'est levé si brusquement que sa chaise a basculé en arrière. Ce dîner est terminé. Il a saisi son verre comme s'il avait besoin de quelque chose dans sa main et l'a lancé vers l'évier. Il a volé en éclats contre le comptoir et un éclat a tranché à travers sa paume. Le sang a frappé le carrelage en gouttes brillantes. Ma mère a crié et s'est levée, mais pas pour le réconforter, pour s'éloigner de la table. Thomas semblait comme si toute l'architecture de sa vie avait soudainement perdu ses murs porteurs. Camille, a-t-il dit, et pour la première fois de sa vie, je n'ai entendu aucune supériorité dans la voix de mon frère, seulement de la peur. Ne fais rien d'autre ce soir. J'ai croisé son regard. Rien d'autre? Tu veux dire comme dire à Sophie pour l'infirmière à Bordeaux? Ou la résidente à qui tu continuais d'envoyer des textos après minuit? Ou à quelle vitesse ton indignation morale disparaît chaque fois que papa m'humilie pour te garder brillant? La chaise de Sophie a raclé violemment en arrière. De quoi parle-t-elle? Thomas s'est tourné vers elle si vite qu'il a failli trébucher. Ce n'est pas. Sophie, écoute-moi. Elle reculait déjà, une main sur sa bouche. Ma mère s'est affaissée dans une chaise qui n'était plus la sienne dans aucun sens significatif. Mon père a enroulé une serviette autour de sa main qui saignait et continuait de me maudire sous son souffle comme si le langage lui-même pouvait restaurer son autorité. Thomas a fait le tour de la table et s'est arrêté à 3 pieds de moi. Son visage s'était vidé. « S'il te plaît » a-t-il dit doucement, désespérément, en jetant un coup d'œil à Sophie. « Pas ici. Pas comme ça. S'il te plaît, ne dis rien d'autre. » Et voilà. L'enfant doré à genoux sans s'agenouiller physiquement, suppliant la sœur qu'il avait laissé les effacer. Quand le frère que vous avez passé votre vie à détester se tient enfin devant vous, dépouillé de son halo et mendiant la miséricorde, lui pardonnez-vous ou le laissez-vous sentir tout le poids de l'échelle qu'il a escaladée en utilisant votre dos? Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai laissé rester dedans. Je les ai tous laissés rester dedans. Puis j'ai dit la seule phrase que j'avais attendue des années pour dire. Personne à cette table ne peut décider de mon silence désormais. Tout après cela a bougé vite, mais ça ne semblait pas chaotique. Ça semblait précis, comme le moment où un bâtiment finit par céder après des années de fissures cachées. Sophie a reculé de la table en premier, sa chaise raclant fort contre le sol alors qu'elle exigeait des réponses d'une voix assez tranchante pour traverser chaque mensonge dans la pièce. Thomas l'a suivie dans le couloir, plaidant sous son souffle, son calme poli disparut si complètement qu'il ressemblait à un enfant effrayé au lieu du fils parfait de la famille. Mon père, pendant ce temps, continuait de divaguer sur la légalité, la vie privée et la trahison, ce qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Il n'a jamais dit que les enregistrements étaient faux. Il n'a jamais nié l'affaire. Il se souciait seulement que ses secrets aient été traînés dans la lumière. Ma mère est restée assise figée, fixant les papiers étalés sur la table, comme si ses dettes, son silence et ses années de cruauté étaient apparus là par accident.
Puis elle m'a regardé avec des larmes s'accumulant dans ses yeux et a chuchoté, « Comment as-tu pu nous faire ça ?» C'était le moment où quelque chose en moi s'est cassé net en deux. Je me suis levé si brusquement que ma chaise s'est écrasée derrière moi, et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas baissé la voix pour faire de la place pour la leur. « Comment ai-je pu vous faire ça à vous ?» ai-je répliqué. « Vous voulez comparer les dégâts ? Parce que je peux commencer par l'enfance et avancer à partir de là. » Ma voix tremblait, mais je ne me suis pas arrêté. « Vous m'avez traité de disgrâce devant 500 personnes. Vous m'avez traité de « ça ». Vous avez dit que j'aurais dû être donné. Et maintenant que vos propres mots sont assis ici avec la preuve attachée, soudainement, c'est moi qui ai franchi une ligne. Mon père s'est avancé vers moi, sa main toujours enveloppée dans une serviette imbibée de sang, son visage tordu par le genre de haine qu'il avait passé des années à déguiser en déception. « Tu as toujours été un poison », a-t-il dit. « Tu es né en cherchant une raison de détruire cette famille. » Pendant une brève seconde, l'ancienne version de moi a entendu cela et a voulu se replier. Mais la femme debout dans ma propre salle à manger l'a entendu pour ce que c'était réellement, une confession. Benoît est entré du salon alors, calme et solide, pas dramatique, juste assez présent pour rendre clair que je n'étais plus piégé seul à l'intérieur de leur version des événements. Mon père s'est tourné vers lui immédiatement. « Qui diable es-tu » Benoît n'a pas bronché. « Quelqu'un qui sait que l'exposition n'est pas une trahison », a-t-il dit. Cela a fermé la pièce juste assez longtemps pour que Thomas réapparaisse du couloir, pâle et en sueur avec l'expression stupéfaite d'un homme regardant toute sa vie se briser en temps réel. Il m'a regardé et a posé la question qui a enfin révélé qui il était sous tout le vernis. « Que veux-tu » Je l'ai fixé, presque émerveillé. Même alors, même après tout, il pensait toujours que c'était une négociation, un coup privé à régler pour que la famille puisse retourner à faire semblant. « Je veux que la vérité arrête de ne coûter qu'à moi », ai-je dit. Ma mère s'est effondrée complètement alors, pleurant que Thomas ne méritait pas ça, que son mariage était détruit, que cette nuit était censée lui appartenir. Je l'ai regardée et j'ai réalisé qu'elle ne comprenait toujours pas. C'est exactement le problème, ai-je dit. Tout a toujours appartenu à lui, son avenir, son confort, son image. Vous auriez pu m'humilier à la maison, mais vous avez choisi son mariage parce que même ma destruction devait servir son projecteur. Cela a atterri plus fort que n'importe quoi d'autre. Thomas m'a regardé comme si j'avais arraché le sol sous lui. Puis Sophie est revenue dans la pièce, mascara maculé, yeux en feu, et lui a posé une question simple. Y a-t-il autre chose qu'elle peut prouver ce soir que tu espérais que je n'entendrais jamais? Il a hésité, et cette hésitation en a dit plus que n'importe quelle confession aurait pu le faire. Elle a laissé échapper un rire brisé, a regardé autour de la pièce comme si elle nous voyait enfin tous clairement, et a dit, ce n'est pas une famille. C'est une performance construite sur la cruauté. Puis elle est sortie. Thomas est tombé à genoux dans le hall, la suppliant de ne pas partir, sa voix se brisant si mal qu'elle ne semblait presque plus humaine. La porte d'entrée a claqué une seconde plus tard, et le son a résonné à travers la maison comme un verdict. Un par un, ils se sont effilochés après cela. Ma mère a trébuché dehors en pleurant. Mon père, toujours saignant et furieux, a lancé des menaces par-dessus son épaule concernant des avocats, des conséquences et l'héritage. Thomas a traîné en dernier, brisé et pâle, et a dit, « Tu n'avais pas à faire ça de cette façon. » Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai répondu avec le calme que j'avais gagné. « Vous avez tous fait en sorte que je le fasse. » Puis j'ai fermé la porte. Le lendemain matin, les dégâts s'étaient déjà répandus bien au-delà de ma salle à manger. Mon téléphone était plein d'appels manqués, de textos frénétiques et de messages vocaux. Thomas avait appelé encore et encore. Ma mère a envoyé un message qui disait seulement « Tu nous as détruits ». Je l'ai fixé pendant un long moment et j'ai presque ri. Même maintenant, elle réécrivait l'histoire. Pas « Tu nous as exposés ». Pas « Tu as dit la vérité ». Tu nous as détruits. Comme si j'avais créé l'affaire, les mensonges, la dette et la cruauté qu'ils avaient construits pendant des années. À midi, rien de tout cela n'était plus privé. Sophie avait quitté Thomas avant l'aube et était allée directement chez ses parents. Elle a publié une déclaration froide et prudente sur la découverte de trahison et cruauté profonde à l'intérieur de la famille dans laquelle elle venait de se marier. Elle n'a nommé personne, mais elle n'avait pas besoin de le faire. Les gens parlaient déjà. Quelqu'un avait enregistré une partie du toast de mariage,
y compris mon père reniant publiquement et ma mère me traitant de « ça ». Une fois que ces clips ont commencé à circuler, l'image de famille qu'ils avaient passé des décennies à polir s'est fissurée de toutes parts. La chute de mon père est arrivée en premier. Les membres du conseil de la fondation de l'hôpital ont commencé à poser des questions immédiatement. Les donateurs se sont retirés. Puis son affaire a fait surface complètement et la femme impliquée avait un mari assez puissant pour s'assurer que le scandale ne reste pas silencieux. À la fin de la semaine, mon père a été mis en congé, dépouillé de son statut et poussé hors du rôle qu'il avait passé sa vie à utiliser comme preuve de sa supériorité. Il n'a pas seulement perdu son emploi. Il a perdu la réputation qui avait protégé sa cruauté pendant des années. Ma mère est tombée ensuite. Ses dettes cachées, ses faux investissements et ses désastres financiers secrets se sont répandus dans les mêmes cercles sociaux où elle avait toujours joué l'élégance et le contrôle. Les créanciers ont agi vite. Les comptes ont été gelés. Les avis légaux ont suivi. Les amis ont disparu. Les invitations se sont arrêtées. À la fin de la semaine, elle faisait face à la perte de la maison qu'elle avait traitée comme un royaume. Puis est venu Thomas. Il était censé tout survivre. Le fil doré le fait toujours. Mais Sophie n'est pas restée silencieuse. Elle a commencé à comparer les chronologies, les messages et les mensonges. Et ce qu'elle a trouvé était suffisant pour détruire le mariage presque immédiatement. Le processus d'annulation a commencé avant même que les fleurs du mariage ne soient mortes. À l'hôpital, les murmures le suivaient aussi. Des questions sur son comportement, ses messages tard dans la nuit et son professionnalisme ont commencé à se répandre. Il n'a pas tout perdu en même temps, mais il a perdu la seule chose qu'il valorisait le plus, le mythe selon lequel il était intouchable. La 7e nuit après le mariage, ma sonnette a retenti. Quand j'ai ouvert, ils étaient tous les trois là. Mon père semblait gris et creux. Ma mère pleurait dans la voiture. Thomas se tenait sur le porche comme un homme qui avait vieilli de plusieurs années en quelques jours. « Tu as fait ton point », a dit mon père. « C'est allé assez loin. » Je l'ai regardé et j'ai répondu, « Non, c'est allé assez loin quand vous m'avez effacé devant 500 personnes. » Puis ma mère est sortie en tremblant et a dit, « S'il te plaît, nous avons tout perdu. » Thomas s'est avancé en dernier, et cette fois, il s'est vraiment agenouillé. Juste là sur mon porche, le fils doré à genoux, levant les yeux vers la sœur qu'il avait passé toute sa vie à les laisser détruire. « S'il te plaît, a-t-il chuchoté, dis aux gens que ce n'est pas tout vrai. Dis à Sophie que je peux arranger ça. » Je l'ai regardé pendant un long moment et j'ai dit, « Tu n'es pas ici parce que tu comprends enfin ma douleur. Tu es ici parce que me perdre ne t'a jamais blessé. Te perdre toi-même l'a fait. » Aucun d'entre eux ne pouvait répondre. Je suis resté là, regardant la famille qui m'avait appelé une erreur et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. La paix. Je n'ai jamais été l'erreur, ai-je dit. J'étais la conséquence. Puis j'ai fermé la porte et je les ai laissés dehors avec les ruines qu'ils avaient construites eux-mêmes.